Bienvenue dans Forum. Nous recevons aujourd'hui Ibrahima Sonko, secrétaire général de l'association des Ziguinchorois pour l'entraide et le développement AZ. Vous êtes aussi Ibrahima Sonko, le chargé de communication de l'UJTL de Paris. Bonjour. Bonjour M. Silla. L'objectif de l'AZ est de promouvoir l'assistance et l'aide aux plus nécessiteux à travers des actes de développement sanitaire, éducatif et socio-économique de la Casamance en particulier et le Sénégal en général. Concrètement, il s'agira d'aider les personnes par les moyens techniques, matériels et financiers si possible, mais aussi de favoriser un dialogue constructif entre les membres, les partenaires au développement et l'État si nécessaire. Alors, qu'avez-vous fait depuis la naissance de votre association en 2009? Merci beaucoup, M. Silla. D'abord, vous me permettrez de vous remercier pour cette invitation et aussi de saluer les internautes, pour tous ceux qui se connectent pour regarder diaspora.fr. Dieu sait qu'ils sont nombreux. Bon, c'est nombreux, voilà, c'est ça. C'est ce qu'il faut dire, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, c'est un site très connu, diaspora.fr. Et nous vous remercions aussi au passage pour votre travail. Par rapport à l'association des Ziguinchorois pour l'entraide et le développement, donc l'AZ, c'est une association, comme vous l'avez tantôt dit, qui a été mise en place donc, par les Ziguinchorois. Et nous avons eu à réaliser une première action en 2010, donc notamment le collecte de matériel médicalisé que nous avons acheminé à Ziguinchor, réceptionné par la mairie de Ziguinchor et mis à la disposition des différents hôpitaux, notamment l'hôpital régional de Ziguinchor et l'hôpital Silence. Et ensuite? Donc l'association, elle a été créée en 2009, enregistrée sous le numéro W94 324 34 à la préfecture de la sous-préfecture de l'Aïle-et-Rose, en date du 10 novembre 2009. Donc c'est une association qui regroupe les Ziguinchorois en particulier, mais aussi donc, des personnes d'autres régions du Sénégal, puisque donc, nous sommes des Sénégalais qui aiment Ziguinchor et qui aiment le Sénégal donc, de manière générale. Et tous ces gens aujourd'hui se retrouvent au sein de cette association qui a donc, dont le but essentiel est de promouvoir l'action, donc notamment la solidarité, mais aussi l'entraide au niveau donc de participer, de contribuer au développement local. Mais est-ce qu'il y a aussi de l'entraide entre les Ziguinchorois qui sont en France? Exactement, il y a de l'entraide parce que tous ces gens aujourd'hui qui ont trouvé donc cette unité de solidarité autour de l'association, ce sont des gens aujourd'hui qui partagent une volonté commune. Donc je crois que qui dit volonté commune dit aussi entraide. Parce que si vous partagez une vision commune, quoi qu'on dise, quelque part, vous pouvez donc mener des actions communes. Il y a une entraide entre les membres de cette association, notamment des gens que ce soit donc, pour des... En clair, aider ceux qui sont à Ziguinchor, mais aider aussi ceux qui sont là. Exactement, c'est là où j'allais en venir. Donc aider ceux qui sont là, par exemple, quelqu'un qui a donc, un événement, que ce soit un mariage, une naissance ou un décès, l'association contribue à sa manière pour assister la personne, mais aussi assister les personnes qui sont donc au Bercail, c'est-à-dire à Ziguinchor. Alors, mais on a constaté aussi que beaucoup d'associations rencontrent des difficultés pour dédouaner les conteneurs qu'ils envoient au Sénégal. Est-ce que c'est votre cas? Oui, c'est notre cas. Nous ne faisons pas donc l'exception à ces difficultés. C'est clair que c'est un problème majeur aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de procédures. Une fois à Dakar, les conteneurs acheminés donc, de Paris. Une fois à Dakar, donc, il y a tout un tas de procédures à respecter. Et souvent, ça prend des jours. Bon, heureusement pour nous, en ce qui nous concerne, il faut aussi le signaler au passage. Nous avons eu aussi donc, la même mise donc, des autorités locales qui nous ont appuyé en ce sens à ce qu'on puisse vraiment que les matériels puissent arriver donc, à bonne destination, qu'ils puissent être... Et comment les populations ont-elles réagi quand elles ont reçu ce matériel médical? Oui, les populations, il faut dire que les populations ont salué l'initiative. Ils ont salué l'initiative, notamment, il faut le signaler, c'était en présence du maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé,
du gouverneur de la région de Ziguinchor, du directeur de l'hôpital régional de Ziguinchor et aussi donc des notables des différents quartiers de Ziguinchor qui ont assisté à la réception de ces matériels. Donc ils ont tous à l'unanimité salué l'action des Ziguinchorois, des fils de Ziguinchor, qui donc de loin ont eu cette idée aujourd'hui de penser donc à leurs parents qui sont restés donc au pays, qui aujourd'hui donc prouvent la nécessité, prouvent la nécessité aujourd'hui donc d'être appuyés, notamment sur le plan de la santé. Vos membres, ils ne sont que de Paris ou bien dans toutes les provinces de France? Non, bon, ils ne sont pas uniquement de Paris. Nous avons des membres, notamment quelqu'un que vous connaissez très bien, Ousmane Diaye Compliqué, Compliqué que tout le monde connaît. L'ancien footballeur du Casa Sport. Exactement, du Casa Sport, qui n'est pas ici à Paris, donc qui est de l'autre côté, mais qui est aujourd'hui un membre très actif donc, au sein de... Il y a de grands noms dans votre association, non? Mais c'est clair, vous savez, oui. c'est clair. Ziguinchor est une grande ville, donc forcément il y a de grands noms qui apparaissent, donc c'est pas uniquement Ousmane Diaye Compliqué, il y a d'autres noms aussi qui sont là, et jusqu'aux États-Unis d'ailleurs, donc nous avons des membres et des sympathisants donc, qui répondent à cette association. Alors, d'où est-ce que vous prenez vos fonds pour faire vivre l'association? Oui, ben, les fonds, aujourd'hui, nous n'avons pas de fonds, on peut le dire, si je peux m'exprimer ainsi, puisque ce qui fait vivre, fonctionner l'association, ce sont des cotisations. C'est ça l'intérêt aujourd'hui de cette association, ce qui prouve la bonne volonté de ses membres. Parce que des gens qui mettent la main dans la poche pour faire vivre l'association, pour donner une impulsion à l'association, pour permettre à l'association de pouvoir mettre en place les projets, je crois que c'est une volonté à saluer de la part de ses membres. Donc, en grosso modo, pour vous dire, l'association puise ses fonds des cotisations de ses membres. L'association prend-elle des initiatives dans le cadre de la résolution de la crise en Casamance? Moi, je préfère dire la crise en Casamance et non pas la crise casamançaise, hein, moi. Pour vous dire honnêtement, nous n'en sommes pas encore là pour envisager des solutions à la crise casamançaise. Mais cela ne sera pas exclu dans la mesure où aujourd'hui nous sommes des Casamançais et cette crise aujourd'hui nous interpelle tous. Je crois que nous avons tous prié pour le retour d'une paix définitive en Casamance. Si aujourd'hui la Z peut jouer un rôle pour un retour définitif de la paix en Casamance, nous le ferons sans aucun problème. Mais à l'heure où je vous parle... D'autant que le secrétaire général du MFDC est à Paris ici. Oui, tout à fait, tout à fait. Je comprends votre analyse. Nous avons plus de proximité donc, pour pouvoir le rencontrer. Mais cela ne figure pas pour l'instant, pour vous dire, donc, dans nos objectifs, dans nos projets actuels. Donc, cela ne... Alors, quels sont vos projets? Nos projets actuels aujourd'hui, pour vous dire honnêtement, la Z a ciblé 2 secteurs. Nous avons 2 volets sur lesquels nous comptons vraiment appuyer nos actions. C'est notamment le volet éducatif et le volet sanitaire. Parce que nous avons constaté aujourd'hui en Casamance, ce sont les 2 volets aujourd'hui qui sont vraiment en forte dégradation. Le volet santé et le volet éducatif. Malgré les intérêts et tous les efforts consentis aujourd'hui par l'État, donc et notamment par nos autorités locales, nous avons jugé nécessaire d'apporter notre pierre à l'édifice, notamment donc en appuyant le secteur de l'éducation et de la santé, parce que ce sont les 2 secteurs clés. Parce que qui dit santé, sans la santé, on ne peut pas penser à quoi que ce soit. Sans aussi l'éducation, on ne peut pas vraiment penser au développement. Concrètement, comment vous allez appuyer le secteur de l'éducation? Le secteur de l'éducation, nous avons ciblé aujourd'hui un volet qui nous semble important. C'est d'abord permettre aux jeunes de pouvoir donc, de mieux s'adapter à l'outil informatique. Donc nous avons ciblé un collège aujourd'hui aussi qui est dans un état piteux aujourd'hui, il faut le savoir,
qui est en forte dégradation, très avancé d'ailleurs, c'est le collège Malik Fall. Malik Fall. Et il y a une de nos sœurs d'ailleurs, c'est elle qui a participé à la réception des matériels que nous avions acheminés, en l'occurrence la sœur Ndebatili. Voilà. Et elle a eu à faire un tour à visiter ce collège Malik Fall, et il a pris des films. Et je vous assure que nous avons visionné la cassette, mais franchement, ça nous a tous laissé dans un état très lamentable. Parce que quand on a visionné la cassette, tu vois les murs de l'établissement, les cours, les classes, les salles, les tableaux et les salles, et les tables. Franchement, nous nous sommes dit, pourquoi pas essayer d'organiser quelque chose en faveur de cet établissement, c'est-à-dire aider le collège donc, à changer les tables bancs et aussi à équiper donc, le collège des outils informatiques. Donc ça fait partie de nos projets aujourd'hui. Et nous, dans le court terme, hein? Ça c'est dans le court terme, c'est dans le court terme, parce que là, d'ici l'ouverture prochaine, nous comptons mettre en œuvre donc, pour que ce souhait puisse être réalisé. C'est ça notre souhait profond. Voilà. D'accord, on a parlé de ça, mais on est aussi à moins d'un an de la présidentielle. Est-ce que les politiciens ne vous font pas de l'œil? Je suppose le maire de Ziguinchor voudrait avoir cette association à ses côtés, non? Non, ben, il faut savoir, moi qui vous parle déjà, je suis politique. Mais aujourd'hui, ce que nous faisons, je crois que c'est de la politique sociale. Le maire de Ziguinchor, il a largement contribué parce que le premier conteneur que nous avons acheminé à Ziguinchor, c'est grâce à lui que les matériels sont arrivés à destination. Il nous a largement aidé donc, au financement, c'est-à-dire tout qui tourne aux frais donc, de ce conteneur. C'est la mairie qui a pris en charge. Et d'ailleurs, pour vous dire, il nous a clairement dit sa participation n'a pas une connotation politique. Parce qu'aujourd'hui, il est Ziguinchorois avant tout. Il est maire de Ziguinchor. Donc aujourd'hui, sa contribution dans cet événement n'a rien de politique. Et ça a rassuré les autres membres de l'association. Ça a rassuré les autres membres de l'association. Et je vais donc vous apporter une précision. Ça a été le cas, en ce qui me concerne, ma personne. Et quand je faisais mon entrée dans cette association, j'ai été clair avec les membres, mes frères et sœurs, qui me connaissent en tant que politique. Mais quand même, ce qui est important, on peut être politique et aussi associatif. Ouais. C'est important. Je crois que c'est une autre façon de faire de la politique. C'est ma conception. J'ai appris beaucoup de choses. Quand j'ai intégré cette association, j'ai vu qu'aujourd'hui, mon apport par rapport à cette association est beaucoup plus important que mes actions politiques. Parce qu'aujourd'hui, j'ai réalisé quelque chose et j'en suis fier. Avec mes amis, avec mes frères, on a pu apporter de l'aide et de l'assistance aux populations locales. Alors que politiquement parlant aujourd'hui, je ne peux pas exposer une action politique concrète en faveur des populations. Donc je crois que ça, c'est aussi quelque chose que tous les politiques doivent méditer. Aujourd'hui, on doit aller dans le sens de faire de la politique autrement. Surtout de la politique sociale. Le pays en a besoin. Parce qu'on ne peut pas tout attendre de l'État. C'est vrai, l'État peut prendre des initiatives. En clair, de temps en temps, il faut faire nos divergences politiques et puis se mettre ensemble pour le développement du terroir. Exactement, exactement. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Il faut souvent qu'on taise nos divergences politiques et personnelles et qu'on pense aux autres aussi. Il est très important de penser aux autres. Surtout nous qui avons la chance d'être ici, nous avons certaines opportunités que les autres ne disposent pas. Donc à nous de saisir donc de cette opportunité et pourquoi pas en faire profiter les autres qui sont au pays, qui sont restés, qui n'ont pas peut-être les mêmes possibilités que nous. Parce que vous imaginez tous ces matériels que nous avons acheminés, il y avait des lits médicalisés, des chevets, donc il y avait un fauteuil roulant aujourd'hui qui a servi à un jeune de Ziguinchor qui a été victime d'un accident,
qui aujourd'hui donc est devenu donc comment dire, un handicapé, donc a été handicapé donc à vie. Ce fauteuil aujourd'hui a servi à ce jeune de pouvoir faire ses déplacements, de pouvoir mener une vie normale. Je crois qu'aujourd'hui c'est une chance et aussi un plaisir pour tous les membres de cette association, toutes les personnes qui ont œuvré vraiment à la réalisation de ce projet de grande. Alors des Ziguinchorois qui sont en Italie, en Espagne ou dans les provinces, en France ici, qui voudraient adhérer à l'association, comment ils pourront vous contacter? Ouais, donc comment ils pourront nous contacter? C'est que là, il y a la création d'un site qui est en cours. Mais néanmoins, nous sommes en connexion, notamment avec diaspora.fr, mais aussi avec Zik FM. Zik FM aussi qui couvre nos événements. Et la création du site ne sera tardée. Et là, on mettra donc en ligne les moyens qui permettront aux uns et aux autres, de près ou de loin, de pouvoir prendre contact avec l'association, de pouvoir adhérer à l'association. Il n'y a aucune condition particulière. Sauf que ce que nous exigeons, que les personnes soient de bonne volonté, que ce soit des personnes donc, qui sont animées de la volonté de servir aussi. Donc c'est un acte citoyen. Donc, comme toute autre association régie par la loi de 1901 et une action, donc une association à but non lucratif. Nous aujourd'hui, moi qui vous parle, au sein de l'association, je mets mon manteau politique de côté. Quand je suis dans l'association. J'œuvre dans l'association tout en respectant les conditions et les principes qui sont définis comme dans toute association. Est-ce que vous arrivez d'avoir des contacts avec les collectivités locales ici pour qu'elles vous aident à avoir un peu d'argent pour aider les Ziguinchorois? Pour vous dire franchement, on n'a pas eu d'action d'abord avec les collectivités locales, mais cela fait partie de nos projets, notamment avec la ville de Saint-Maur, qui est jumelée donc à la ville de Ziguinchor. Et ils sont même invités donc à l'occasion. Je vais profiter donc de cette tribune pour annoncer l'événement que nous préparons très bientôt, le 11 juin. Donc il y aura une grande soirée de solidarité et de soutien de l'association organise. Donc ça sera sous le patronage du maire de Ziguinchor, Monseigneur Abdoulaye Baldé. Donc le 11 juin 2011, ça sera au 45 rue, comment dirais-je, c'est dans le 12e arrondissement. Dans le 12e arrondissement. Donc cette soirée de solidarité et de soutien sera l'occasion, avec tous les invités que nous aurons sur ce plateau, de faire non seulement la promotion de l'association, mais aussi de nouer des contacts et voir dans quel cadre nous pouvons collaborer, et afin que ces derniers puissent aussi nous appuyer dans nos actions et nous aider à réaliser les projets, à court terme que nous voulons réaliser pour la ville de Ziguinchor. Donc je lance un appel à tous nos compatriotes sénégalais, africains de manière générale, de venir soutenir cette belle initiative, c'est-à-dire cette soirée de solidarité et de soutien que nous organisons le 11 juin 2011, c'est dans le 12e arrondissement. D'accord. Voilà. Donc, Ibrahima Sonko, vous avez plusieurs casquettes. Hein? Vous êtes aussi le chargé de communication de l'UJTL de Paris. Vous avez tenu récemment une assemblée générale. Un bureau a été mis en place, mais au forceps quand même. Hein? Ça n'a pas été facile. Oui, ben, c'est clair. Bon, là nous changeons de sujet carrément. Donc, c'est vrai que je vais faire l'exception. Parce que là, je viens de parler de l'association. Et là, on entre dans la politique. C'est vrai, comme vous l'avez dit, en remettant ma casquette de politique, pour ce qui est de l'UJTL, il y a eu une assemblée générale qui est organisée récemment. Mais cette assemblée générale fait suite à d'autres assemblées générales qui ont été organisées. Je le dirais ainsi, puisque nous avions organisé une assemblée générale. Un bureau a été mis en place. Un bureau a été mis en place. Ouais. Un bureau a été mis en place, c'était donc le 17 avril dernier.
un bureau a été mis en place et envoyé... Mais dans la douleur quand même. Hein? Oui, dans la douleur, il faut le reconnaître. Rien n'est facile, rien n'est facile. Surtout actuellement, on est un parti au pouvoir. On est un parti au pouvoir. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, tout ce bouillonnement autour donc, du parti, c'est aussi dû à cela. Mais quand même, à un certain moment, il faudrait que les gens mettent de côté les intérêts personnels. Parce que... mais la question que je voudrais savoir, pourquoi une autre assemblée générale? Cela veut dire que le parti n'a pas entériné le bureau que vous avez mis en place lors de la première? Ouais, c'est pas que le parti n'a pas entériné le premier bureau que nous avons mis en place. Parce que le premier bureau qui a été mis en place est sanctionné par un procès verbal qui a été comment dirais-je, envoyé à Dakar, acquis de droit, notamment donc, en la personne de Mamoudou Seck, le frère Mamoudou Seck, le président de l'Assemblée nationale, qui a aussi en charge donc, la coordination du renouvellement des instances de l'UJTL, donc à qui nous avons adressé ce procès verbal. Il a reçu le procès verbal de l'Assemblée générale. Mais entre-temps, il faut aussi signaler qu'il y a eu d'autres frères qui ont tenu à leur tour une assemblée générale. C'est le cas de Koli, je ne suis pas de nom ici, donc je me réserve de citer le nom. D'autres frères ont tenu aussi leur assemblée générale. Mais quand même, je crois que ces deux assemblées générales ne sont pas organisées dans les mêmes conditions. Ce n'est pas la peine de revenir sur certains détails, mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que nous, l'UJTL, personnellement... Certains disent que vous avez voulu court-circuiter Koli, moi je le cite nommément. Non, oui. Koli qui voulait aussi diriger l'UJTL de Paris. C'est très bien que la personne dont vous citez puisse avoir l'intention de diriger l'UJTL. Je crois que toute personne qui a de l'ambition, donc... nous tous pouvons estimer donc diriger l'UJTL. Mais quand même, il ne faut pas oublier qu'il y a des conditions qui sont là, des conditions qui sont exigées par le parti. Donc, pour prétendre être même membre de l'UJTL, il faudrait que toute personne qui prétend faire partie de l'UJTL puisse remplir ces conditions. Maintenant, quelles sont ces conditions? Ces conditions répondent à l'âge d'abord. Le premier critère, c'est l'âge. Pour être membre de l'UJTL, il ne faut pas avoir donc au-delà de 35 ans. Ça, c'est le premier critère. Bon, mais les autres critères, c'est être membre du PDS, détenir la carte de membre du PDS, être régulièrement donc, inscrit sur les fichiers donc, du parti, parce qu'on peut détenir la carte et ne pas être donc, inscrit sur le fichier du parti. Et ça, c'est important. Maintenant, l'élément qui a posé le problème, c'est le problème de l'âge. Et donc, les personnes dont tu citais tout à l'heure, beaucoup ne répondent pas à ces critères, malheureusement. Et pourtant, il se dit que l'autre camp a le soutien du bureau de la Fédération PDS de France. Ça, c'est pas ma version. C'est pas ma version des choses. Mais quand même, cette interprétation est partie aussi d'un constat général. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu un précédent. Il y a eu un précédent à tout cela. Et c'est ce qui fait, les gens, en faisant allusion donc, à ces précédents, les gens en tirent une conclusion pour dire que, voilà, ce sont ces mêmes gens aujourd'hui qui soutiennent cette dynamique, qui poussent ces gens-là aujourd'hui à vouloir, coûte que coûte, monter un autre bureau de l'UJTL. Donc, moi, ça c'est mon point de vue personnel. Bon, maintenant, que des gens soient derrière ou pas, moi je crois que ce que les gens doivent comprendre aujourd'hui, l'avenir du PDS, c'est sa jeunesse. C'est la jeunesse. Il faut que la jeunesse soit responsable. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui au sein du parti, c'est déplorable. C'est déplorable. Et moi, mon combat était parti de ce constat. Je me suis dit que peut-être que la jeunesse aujourd'hui doit montrer la voie aux autres. C'est-à-dire aux autres, je fais allusion à nos supérieurs, les instances supérieures à l'UJTL. Maintenant, c'est dommage qu'on en soit là aujourd'hui, mais je crois qu'il est temps que le secrétaire général national, le frère secrétaire général national, puisse se saisir de son parti et voir mieux organiser le parti. Parce que l'échéance 2012 se profile. Se saisir de son parti, c'est-à-dire... C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il prenne lui-même l'engagement
de réorganiser son parti. Parce que... Mais un grand parti comme le PDS, il faut que le président lui-même s'engage pour pouvoir l'organiser. Ça montre nettement que les autres responsables du parti ne pèsent pas lourd quand même. Hein. Non, c'est pas que les autres responsables ne pèsent pas lourd. C'est pas tous les responsables aujourd'hui. Mais il y a certaines personnes aujourd'hui qui sont au devant, notamment qui sont chargées des renouvellements des instances. C'est ce que nous avons vécu. Je ne vais pas faire une analyse générale parce que puisque ce qui se passe au Sénégal, c'est vrai, c'est à travers les médias que nous lisons donc. Nous sommes informés de certains événements. Mais ce qui s'est passé à Paris présentement, vous avez parlé des dernières assemblées générales, c'est regrettable. C'est regrettable. Puisque nous avons réuni les jeunes ont répondu à l'appel pour cette assemblée générale. Et il y a eu, c'est clair, notre souhait à la base, c'était de trouver un consensus. C'est ce qui a toujours prévalu dans le parti. C'est à défaut du consensus qu'on passe au vote. Malheureusement, le consensus n'a pas eu lieu. Il n'y a pas eu de consensus. On était contraint de passer aux élections, la mode donc démocratique et transparente. Et les tendances se sont dégagées. Il y a une partie, donc voilà, je ne dirais pas encore, mais il y a le frère, donc Ndiogou Seck, notamment, qui a été porté à la tête de l'UJTL, et ses frères et sœurs, donc, qui ont largement remporter ces élections. Malheureusement, les commissaires, les personnes qui étaient censées valider ces élections, notamment les commissaires, les gens qui sont venus de Dakar, n'ont pas su prendre la responsabilité de dépouiller et de déclarer les vainqueurs de cette élection. Nous trouvons cela déplorable. Parce que pour nous, le consensus, ça doit être avant le vote. Dès l'instant qu'on est passé au vote, ne serait-ce que par respect à ces gens, ces braves gens qui ont fait des distances pour venir accomplir ce devoir, par respect à ces gens, on doit dépouiller et... Donc à l'état actuel des choses, il n'y a pas de bureau en France de l'UJTL, je veux dire. Non, il y a un bureau qui est là, qui travaille, c'est clair. Nous, le bureau que nous avons... Mais qui n'est pas officiellement reconnu. Oui, qui n'est pas officiellement reconnu. C'est clair. Donc la commission est partie avec le procès verbal de cette assemblée générale. Nous, notre bureau, nous avons exigé, parce que nous avons, sur 63 votants, nous avons eu 48 voix. 48 voix. Vous imaginez. 48 voix, il y a eu deux bulletins nuls et 3 voix pour l'autre camp. Donc là, vous voyez que les résultats sont clairs. Est-ce que vous avez une feuille de route à l'UJTL de Paris? Bien sûr que nous avons une feuille de route. Nous avons une feuille de route et dans les prochains jours d'ailleurs, il est prévu un point de presse donc pour pouvoir décliner cette feuille de route. Donc, vous la présenter. Parce que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que nous ayons une feuille de route. Parce que nous avons aujourd'hui un travail à faire. Nous n'avons plus donc le droit de perdre de temps. Parce que vu le temps qui nous reste entre d'ici à 2012, je crois que c'est dès maintenant qu'il faut commencer à travailler. Et cette feuille de route, le travail ne s'arrête pas qu'à Paris. Parce que nous avons aussi à faire des tournées au niveau des provinces. Donc nous avons des feuilles de route, bien sûr, et peut-être que je ne peux pas vous étaler ici ce programme, le contenu, mais quand même dans les prochains jours, vous serez édifiés sur le programme de l'UJTL de Paris. Alors, l'élection du bureau national de l'UJTL, c'est en juin, hein, les 11 et 12 précisément. Présenteriez-vous un candidat? Pour l'instant, cela ne fait pas partie de notre objectif de présenter un candidat. Mais peut-être que ce ne serait pas exclu d'ici là. Que l'UJTL de Paris... de Paris présente un candidat. Donc au cas échéant aussi, nous déterminerons le candidat à soutenir. Par exemple, il y a Sekou Sissoko, hein, c'est bien ça, Sissoko de Tambacounda, qui s'est déjà déclaré
C'est possible que l'UJTL de Paris le soutienne, non? Vous ne connaissez pas? Ça, vous me l'apprenez. Vous me l'apprenez. Je ne le connais pas personnellement. Peut-être que dans les prochains jours, on aura l'occasion de faire sa connaissance. Mais présentement, à l'instant où nous parlons, je ne connais pas cette personne. Alors, Ibrahima Sonko, vous êtes aussi membre de la CAMS. Vous êtes membre de la... Mais certains disent que vous êtes membre à 50% seulement. à 50%. Non, je précise que je suis membre fondateur de la CAMS. Je suis membre fondateur de la CAMS. C'est vrai qu'aujourd'hui, certains auront raison de dire que je suis membre à 50%, peut-être même moins de 50%. C'est clair, je n'en disconviendrai pas. Dans la mesure où, comme je l'ai tantôt dit, moi-même qui fus membre fondateur donc, de la CAMS, aujourd'hui, ce que je ne partage pas aujourd'hui, c'est certaines démarches de la CAMS, et j'ose le dire haut et fort, parce que l'idée en tant que telle de la CAMS, l'idée de départ, elle n'est pas mauvaise. Parce que l'idée de départ, l'objectif de la CAMS, du moins, c'était d'animer et de massifier nos différents secteurs. Ouais. Les secteurs. C'était ça l'idée de base. Bon, maintenant, il s'est passé beaucoup de choses. Et entre nous, ça fait l'objet d'un débat. Parce que nous n'avons pas tous partagé les mêmes points de vue par rapport à la démarche donc, entreprise par certains de nos frères. Nous l'avons donc dénoncé et nous avons jugé nécessaire de changer de démarche. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi personnellement, je n'apprécie pas. Mais quelle est cette démarche que vous n'appréciez pas? Non, mais aujourd'hui, on est dans un parti, nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des frères. Parce que ce que j'accepterai pas qu'on fasse donc aux gens, aux membres de la CAMS, j'accepterai pas non plus que les membres de la CAMS donc, le fassent aux autres. Ouais. Parce que nous sommes dans un parti. Nous sommes donc... C'est quoi ça? C'est quoi? Non, bon, non, je crois ce problème d'ailleurs est réglé. Donc c'était quoi? C'était des attaques personnelles. C'était des attaques personnelles. Et nous avons tous convenu de changer de démarche et ça a été accepté par tous. Au départ, c'était ça. C'était ça. Donc maintenant, il faut noter que la CAMS a posé des actes. La CAMS a posé des actes parce que nous avions organisé en 2010 un meeting, un grand meeting qui a rassemblé pratiquement une grande partie, je ne dirais pas tout le PDS de France, mais quand même une grande partie des membres du parti ici en France, donc à Paris et en province. Ça a été vraiment un succès. Ça a été un succès avec la présence des responsables du parti en France. Maintenant, au sortir de ce meeting, d'autres programmes ont été aussi envisagés. Il y a eu des sorties au niveau des provinces. Donc, et jusqu'à présent, il y a des personnes, des gens qui sont en province et qui répondent au nom de la CAMS, qui travaillent donc, qui sont des membres du parti, mais qui répondent au nom de la CAMS. Maintenant, comme je l'ai tantôt dit, ce que j'ai pas accepté, et je l'ai dit haut et fort, je l'ai décrié haut et fort, donc ils m'ont entendu, et ceux qui ont compris le sens de mes revendications ont partagé donc mon point de vue, et pour les autres, ben c'est aussi, ça va dans l'ordre des choses, dans l'ordre normal des choses. On ne peut pas tous être du même point de vue, mais quand même le plus important aujourd'hui, c'est que chacun de son côté puisse apporter vraiment le minimum nécessaire qu'il faut pour le bon fonctionnement du parti et surtout pour la cohésion du parti. C'est important, d'unité du parti. Le parti en a besoin. Parce que sans unité, aujourd'hui... Est-ce que vous estimez que la CAMS et la fédération travaillent dans ce sens, dans le sens de l'unité du parti? Personnellement, j'ai été un acteur de cela, que la CAMS
c'est vrai, bon, il faut reconnaître que, bon, c'est pas tous, mais il y a certains membres de la CAMS aujourd'hui qui ne reconnaissent pas le fonctionnement de la fédération. Et nous avons œuvré à ce que vraiment que les uns et les autres puissent avoir donc un peu de raison gardée et faire preuve de dépassement par rapport à certaines considérations. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, la fédération, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de départs dans la fédération. Il y a eu beaucoup de départs. Maintenant, ce que les gens ont déploré, c'est les conditions dans lesquelles les postes vacants ont été pourvus. Tout le problème était à ce niveau. Et je crois que moi, personnellement, moi qui vous parle, je n'ai pas partagé cette pratique parce que c'est antidémocratique. On est dans un parti démocratique. Aujourd'hui, s'il doit se passer des choses, ça doit faire l'objet d'une concertation par tous les responsables des secteurs, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de secteurs qui ont été montés sous la supervision du commissaire politique Moussa Touré, ici en France, depuis son arrivée. Ces secteurs, aujourd'hui, il y a des présidents de secteur, il y a des secrétaires généraux, les convoquer, faire l'état donc du parti et voir donc si les postes vacants, s'il faut les pourvoir, que les gens se portent candidats. Les gens se portent candidats et que les choses se fassent dans la transparence et dans la clarté. Bon, maintenant... ça n'a pas été le cas. Tel n'a pas été le cas. Je crois que ça a suscité aussi de la frustration. Il faut le savoir, beaucoup aujourd'hui sont frustrés par ces pratiques, mais peut-être que cela ne doit pas remettre en cause, si nous le voulons bien, le fonctionnement du parti et vraiment pour mieux réussir 2012. Alors, Ibrahim, et la génération du concret, hein? En 2007, vous avez mis en place un mouvement pour soutenir Karim Wade, mais... Voilà. Bien sûr que ce mouvement vit toujours. C'est le mouvement des jeunes Sénégalo-Français, la génération du concret France. C'est un mouvement, nous sommes les premiers, d'ailleurs c'est l'occasion de le dire, et nous en réjouissons fortement, puisque nous avons épuisé le concept et la philosophie de la génération du concret. Nous sommes partis de vous l'avez épousé. Donc nous l'avons épousé, Ah, c'est clair, parce que nous, ce qui est important pour nous, c'est le contenu, c'est pas le contenant. C'est le contenu. L'idée de la génération du concret. Une autre façon de faire de la politique. Une autre vision de la politique. C'est-à-dire quoi? Réfléchir, proposer, agir. Réfléchir, proposer, agir. On est parti de là, on s'est dit, écoutez, ça c'est un concept formidable. Parce que dans la vie, on a besoin de ces trois éléments. Avant de faire quoi que ce soit, on a besoin d'abord de réfléchir. De réfléchir, de concevoir. Et donc, et d'agir en acte concret. Quelle est donc l'originalité de la génération du concret? Non, mais l'originalité de la génération du concret, comme je l'ai dit, réside dans le fondement même. Le fondement du concept. Ces points que je viens de citer. C'est dommage, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, la génération du concret devait dépasser ce stade aujourd'hui. Là où elle en est aujourd'hui. Et quel est le problème? Le problème de la génération du concret, moi qui vous parle très sincèrement, m'échappe. Parce que je ne peux pas vous dire concrètement, à mon âme et conscience aujourd'hui, qu'est-ce qui constitue le blocage? Le blocage donc, de la génération du concret. Mais l'idée de base... Vous rencontrez Abdoulaye Baldé et consorts, il pourrait vous dire ce qu'il en est, non? Non. Quand je vous parle de blocage, la génération du concret, aujourd'hui, ces membres sont là, ce sont des membres qui occupent donc, des instances de décision. Des instances de décision, ce sont des citoyens sénégalais. Mais c'est-à-dire ce que je veux dire par là, c'est-à-dire, pour moi, la génération du concret, le concept, doit dépasser ce cadre aujourd'hui, doit prendre beaucoup plus d'ampleur et être donc des cellules de la génération du concret pouvaient être installées sur l'ensemble du territoire national au Sénégal et au-delà même sur le plan international et faire de la génération du concret, pourquoi pas une grande association et voire même un parti politique à l'avenir. Mais aujourd'hui, la préoccupation des membres de la génération du concret,
c'est la réélection en 2012 du frère secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade. Ça, il faut le signaler, c'est important. Parce que tout ce qui se réclame aujourd'hui de la génération du concret, à la base, la plupart, ce sont des membres authentiques du PDS. Ce sont des membres authentiques du PDS. Donc, aujourd'hui, la génération du concret est mise de côté au profit du PDS, notamment au profit pour la réélection en 2010 du frère secrétaire général national. D'accord. Mandene Ndiaye a-t-il commis une erreur de communication en révélant que Landing Savané recevait 30 millions par mois pendant 10 ans? Ouais, pour moi, c'est pas une erreur de communication. C'est pas une erreur de communication. Comme je l'ai tantôt dit, on est en politique. On est en politique. Chacun essaie de brandir ses armes pour mieux se défendre. Nous, aujourd'hui, on partit au pouvoir. Il ne faut pas oublier que Landing Savané, aujourd'hui, fait partie, a contribué dans ce gouvernement de l'alternance. Il est comptable aujourd'hui de la gestion de ce gouvernement. Maintenant, ces sommes qui nous ont été attribuées, Souleymane Ndéné Ndiaye, le Premier ministre, et notamment donc, le directeur de campagne du frère secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade, donc pour le parti, au nom du parti de PDS, à mon avis, à mon humble avis, a mûrement réfléchi avant de tenir ce propos à l'endroit de Landing Savané. Donc pour moi, c'est stratégique. C'est stratégique. C'est stratégique. Il n'y a pas d'erreur de communication, c'est stratégique. Mais le Sénégalais lambda se dira, mais tiens, nous sommes dans un pays pauvre, les politiciens se partagent les maigres ressources de notre pays. Alors, moralité dans tout cela? Oui, moralité, c'est clair. J'ai vu d'ailleurs récemment Madame Amsatou Sow Sidibé, voilà, qui fut mon professeur de droit civil à l'université, donc en première année, donc, qui a tapé donc, sur ce fait comme en disant que c'est pas normal. Donc au moment où les citoyens souffrent donc, avec tous les problèmes, les maux que rencontrent les Sénégalais, qu'on puisse se permettre d'attribuer une telle somme à une seule personne. Mais quand même, il faut savoir que ces sommes ne sont pas attribuées de façon, de manière gratuite à Landing Savané. Landing Savané a contribué aussi, il faut savoir, il a fait partie du gouvernement, il a travaillé aux côtés du frère. Mais ce n'est pas une raison quand même, Ibrahima Sonko. Oui, je partage aujourd'hui la souffrance des Sénégalais. Je partage la souffrance des Sénégalais. Parce que ça, il faut le reconnaître. Nous sommes, même de loin aujourd'hui, nous connaissons les difficultés que traversent donc, les Sénégalais. Mais cela ne se limite pas au Sénégal. C'est comme si, avec le président Wade, voilà, tout se règle par l'argent. Oui, peut-être que c'est le point de vue des autres. C'est la porte ouverte à la corruption, vraiment. Non, j'appellerai pas ça corruption. C'est vrai que la corruption existe. Ça, il faut le reconnaître. Et je crois que partout dans le monde, il existe la corruption. Il existe la corruption. La corruption fait partie donc, de notre vécu, de notre quotidien. Mais c'est vrai aussi que les manières diffèrent, les manières de corrompre diffèrent. Mais il faut que c'est pas que cela constitue forcément le vécu, comme vous le dites, hein, donc je partage pas ce point de vue. Beaucoup disent que Abdoulaye Wade, voilà, sortir des millions, donner au truc, c'est facile pour lui. Mais aussi, il faut voir à qui il les donne aussi. Ce sont des citoyens sénégalais. Moi, je préfère aujourd'hui qu'il donne ces millions aux citoyens sénégalais, qui les donnent à des gens qui sont... N'oubliez pas l'ancien représentant du Fonds monétaire international, je crois bien c'est lui. Ouais, mais ça, il n'est pas sénégalais. Ouais, mais ça, c'est une question très très complexe. Donc, ça a fait l'objet de beaucoup de débats. Et je crois que c'est aussi un dossier que je ne maîtrise pas. Que vous ne maîtrisez pas. Donc bon, je m'abstiens. C'est la fin de cette émission. Merci Ibrahima d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous qui nous suivez. Prochain rendez-vous dimanche.